La matinée à St. Mary Mead commença comme tous les autres matins, avec les moineaux qui se disputèrent dans la haie, les bouilloires qui commençaient à siffler, et les rideaux tirés sur la douce certitude que le monde était toujours en ordre. Puis, 3 minutes après le petit déjeuner, un homme fut retrouvé mort dans sa bibliothèque. Comme le village le dira plus tard, c'était tellement choquant qu'on ne savait pas quoi faire de ses mains, même si la plupart des gens ont réussi à faire beaucoup de choses avec leurs mains. Décrocher le téléphone, beurrer des toasts sans les goûter, lisser des tabliers qui n'avaient pas besoin d'être lissés, tandis que l'histoire faisait rapidement et avidement le tour des ruelles. Le défunt était M. Alfred Grafton, récemment retraité d'une activité dans la City que tout le monde décrivait vaguement comme des investissements, car le flou semblait plus sûr. Il avait pris The Dower House, sans rapport avec celle de Mademoiselle Marple, même si St. Mary Mead aimait répéter cette phrase, comme un gentleman prend sa pension, avec l'intention de paraître modeste tout en se félicitant en privé de la sagesse de son choix. Il fut découvert à 9h15 par Madame Edna Wills, sa gouvernante, qui avait travaillé dans plus de maisons qu'elle ne pouvait en compter, et affirmait, avec une dignité rigide, qu'elle savait reconnaître un cadavre quand elle en voyait un. Il gisait dans le fauteuil en cuir près de la cheminée, comme s'il s'était simplement trop détendu. Une main avait glissé sur le tapis, l'autre était tournée paume vers le haut sur la coudoir, et à côté d'elle, soigneusement à côté d'elle, reposait un petit revolver, aussi net qu'un presse-papier. Sur le bureau se trouvait une feuille de papier à lettres, lestée en haut par un sceau en laiton en forme de couronne de laurier. La page portait quelques lignes écrites d'une main ferme et une signature qui semblait exercée. Madame Wills, qui n'était pas du genre à s'évanouir, ne s'évanouit pas. Elle s'assit très précisément sur la chaise la plus proche et sonna pour appeler à l'aide. L'aide arriva sous la forme de Madame Bantry, qui était venue rendre visite. Juste pour discuter, Edna, parce que je t'ai apporté ces tartelettes à la confiture de mûre que tu aimes tant, et qui comprit immédiatement qu'il s'agissait là d'une discussion qu'on n'oublie pas. La voix de Madame Bantry s'éleva, comme le font les voix lorsqu'elles sont confrontées à ce qu'elles ne peuvent changer, et sa sonnette fut entendue par son chauffeur, par le jardinier et, en moins de 10 minutes, par la moitié du village. À 11h, l'inspecteur Slack était sur les lieux, l'air de quelqu'un qui avait été réveillé en plein sommeil et qui en était offensé. Le colonel Melchett arriva peu après, tournant son chapeau entre ses mains avec cet air légèrement triste qu'il arborait toujours lorsque les événements insistaient pour être désordonnés. Il y avait des murmures à la porte. Il y avait des gens qui s'attardèrent près de la boîte aux lettres. Il y avait des femmes qui trouvaient qu'elles avaient besoin d'acheter du persil, alors qu'elles n'avaient jamais cuisiné avec du persil de leur vie. Et à la table du petit déjeuner de Mademoiselle Marple, son toast refroidissait. Elle était assise, les mains jointes, comme pour prier, mais son esprit n'était pas à la prière. Elle écoutait la voix de Florence, la femme de chambre, qui n'approuvait pas la mort avant 10h et considérait le suicide comme une insulte personnelle. « Ils disent que tout est très clair, mademoiselle, » dit Florence en posant la théière avec une fermeté qui suggérait qu'elle aurait aimé verser de l'eau bouillante sur toute cette affaire. Une lettre et tout le reste. Monsieur Grafton devait être inquiet pour l'argent, ou pour ses nerfs, ou pour autre chose. Les hommes font ça. « Vraiment ?» demanda gentiment mademoiselle Marple. Florence lui lança un regard. « Eh bien, c'est vrai, non? Quand ils ne peuvent pas affronter ce qui les attend ?» Le regard de mademoiselle Marple se posa, non pas sur la fenêtre, mais sur la soucoupe sous sa tasse. Il y avait un léger cercle humide, à l'endroit où la tasse avait reposé, un anneau pâle sur la porcelaine, parfait et innocent. C'était insignifiant, et pourtant son regard s'y attarda un instant de plus que nécessaire, comme si sa forme même avait retenu son attention. « Une lettre » répéta-t-elle doucement, comme c'est attentionné. Florence, qui n'avait aucune patience pour les cadavres, attentionné, renifla. « C'est comme ça qu'ils appellent ça, mademoiselle. Plutôt pratique, plutôt. » Mademoiselle Marple leva les yeux. « Oui, dit-elle, pratique. » St. Mary Mead, comme tous les villages, aimait la commodité. Il aimait les histoires qui se terminaient bien. Il aimait les morales bien ficelées. Il aimait les fins qui ne nécessitaient pas trop de retour en arrière. À 11h30, on frappa à la porte de mademoiselle Marple, et le révérend Clément, le vicaire, entra avec l'expression prudente d'un homme qui doit parler d'une tragédie tout en se souvenant que madame Price Ridley lui avait demandé de régler la question des lots de la tombola de la fête. « Ma chère Jane, dit-il, je me demandais si vous étiez au courant. »« On est toujours au courant, répondit mademoiselle Marple, même quand on essaie de ne pas l'être. »
Il s'affala dans le fauteuil en face d'elle, retira ses lunettes et les nettoya sans que cela soit nécessaire. « C'est très pénible. Alfred Grafton n'était pas exactement un membre de ma congrégation, mais c'était tout de même un être humain. Et il a fini comme ça. »« Et vous pensez qu'il s'agit d'un suicide ?» demanda mademoiselle Marple. Le vicaire hésita un instant. « Il y avait une lettre. »« Oui, dit mademoiselle Marple. J'ai entendu parler de cette lettre. » Le révérend Clément sourit faiblement, comme on sourit à une vieille dame qui s'inquiète pour des détails. L'inspecteur Slack semble satisfait. Il n'y a aucun signe de lutte. Tout indique. Mademoiselle Marple le regarda droit dans les yeux. Son regard était doux, presque rêveur, mais il y avait en lui une assurance, l'assurance d'une femme qui avait vu trop de petites cruautés déguisées en gentillesse. « Tout indique, » répéta-t-elle. « C'est parfois ce qui me met mal à l'aise. » Le vicaire la regarda, comme surpris par sa ferme tranquillité. « Vous ne soupçonnez tout de même pas... »« Oh, je ne soupçonne rien, » dit rapidement mademoiselle Marple avec son plus doux sourire. « Je ne fais que constater. Les gens font des choses étranges, vous savez, quand ils veulent que quelque chose se termine. » Ne sachant comment répondre, le vicaire se mit à parler de détails pratiques. La police voudrait des déclarations. Madame Wills était dans un état épouvantable. Madame Bantry était complètement bouleversée, même si mademoiselle Marple savait que le bouleversement de Mary Bantry prenait généralement la forme d'une organisation énergique. « Et puis, dit le vicaire en baissant la voix comme si les roses sur le papier peint pouvaient colporter des ragots, il y a la nièce de monsieur. Grafton, Clara. »« Ah, dit mademoiselle Marple. Oui, la nièce. » Clara Grafton était arrivée à St. Mary Mead 3 semaines plus tôt seulement, avec une valise moderne, un petit chien aux yeux nerveux et un air de calme forcé qui faisait dire aux femmes plus âgées, dans des chuchotements satisfaits, qu'elle avait quelque chose dans son passé. On l'avait vue marcher rapidement, comme si elle essayait de distancer ses propres pensées. Elle était allée une fois à l'église et était partie avant le dernier hymne. Elle était très attachée à lui, poursuivit le vicaire, comme si cet attachement était un fait avéré. Du moins, elle en donnait l'impression. Pauvre fille, seule au monde, et maintenant ça. Le tricot de mademoiselle Marple reposait sur ses genoux, oublié. Elle avait rencontré Clara 2 fois, une fois chez madame Bantry, où Clara avait souri aux moments opportuns sans jamais laisser le sourire atteindre ses yeux, et une fois à la poste, où Clara avait demandé des timbres avec une politesse si précise que mademoiselle Marple avait immédiatement eu envie de la prendre dans ses bras. Et puis il y a monsieur Pritchard, poursuivit le vicaire, le secrétaire de Grafton, ou plutôt son assistant, un jeune homme nommé Lionel Pritchard. Il vit dans la maison depuis que monsieur Grafton s'y est installé. « Un secrétaire est très utile, » murmura mademoiselle Marple, « surtout pour les fins. » Le vicaire cligna des yeux. « Jane ?»« Rien, mon cher, » répondit-elle. « Continuez. »« Lionel semble très dévoué, » dit le vicaire, soulagé de revenir en terrain plus sûr. « Très attentionné, c'est lui qui m'a téléphoné, en fait. Il était très calme, remarquablement calme. »« Calme ?» répéta mademoiselle Marple comme si elle savourait le mot. « Oui, cela m'a frappé. On pourrait penser... Enfin, on pourrait penser qu'un jeune homme serait plus... » Il fit un geste d'impuissance, plus bouleversé. Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetèrent une fois, puis s'arrêtèrent. « Il y a des gens qui deviennent calmes lorsqu'ils sont soulagés, » dit-elle doucement. Puis, comme s'il s'agissait d'une simple observation anodine, elle ajouta. « Et il y a des gens qui deviennent calmes lorsqu'ils ont peur et ne veulent pas le montrer. » Le révérend Clément la fixa du regard, un léger frisson envahissant son malaise. Mademoiselle Marple sourit, aussi chaleureuse que jamais. « Ne prenez pas cet air alarmé, je vous en prie. C'est simplement que je vis ici depuis longtemps et qu'on assiste à tant de petits drames. On commence à remarquer la forme des choses. »« La forme ?» répéta-t-il. Elle jeta un nouveau coup d'œil à sa soucoupe, à l'anneau pâle et parfait laissé par sa tasse. « Oui, » dit-elle, « les gens aiment souvent les cercles, quelque chose de fermé, quelque chose qui semble complet. » Le vicaire se leva, mal à l'aise. « Je dois aller voir madame Wills, pauvre femme. »« Bien sûr, » dit mademoiselle Marple, « transmettez-lui mon affection. » Une fois qu'il fut parti, Florence revint, agitée par une nouvelle information. « Mademoiselle, madame Bantry est au téléphone. Elle dit que vous devez venir immédiatement. Le colonel Melchett est là-bas, et ils ont trouvé quelque chose d'étrange. » Mademoiselle Marple décrocha le combiné d'une main ferme. La voix de madame Bantry crépitait à l'autre bout du fil, pleine d'horreur et d'excitation. « Jane,
Vous devez venir. Il n'y a pas que la lettre. Il y a une marque, sur le papier, une trace circulaire, comme si une tasse avait été posée dessus, ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et Slack dit que ce n'est rien, mais je vous assure que ça a l'air délibéré. Les yeux de Miss Marple se posèrent une fois de plus sur sa propre soucoupe, sur le cercle pâle, parfait et innocent. « Une trace, dit-elle doucement. « Oui, s'écria Madame Bantry, et la note est si soignée, Jane. Tout semble avoir été arrangé, comme si quelqu'un voulait s'assurer que la fin soit commode. » Mademoiselle Marple posa sa tasse avec beaucoup de précaution. « J'arrive tout de suite, dit-elle d'une voix aussi douce que d'habitude, mais avec cette légère et dangereuse clarté qui apparaissait lorsqu'elle commençait, sans bruit ni fanfare, à prêter attention. Mademoiselle Marple arriva à The Dower House et constata que le gravier avait déjà été piétiné par de trop nombreuses chaussures pratiques. Les voitures étaient garées à des angles légèrement indignés, et la porte d'entrée était ouverte de cette manière indubitable qui annonçait que la vie privée avait été temporairement suspendue dans l'intérêt de l'ordre. Elle s'arrêta sur le seuil, comme pour ajuster ses gants, mais en réalité, elle ajustait quelque chose de moins tangible, son attention. Elle croyait depuis longtemps que les maisons portaient l'écho des intentions. Elles absorbaient la hâte, la peur et le réconfort et les libéraient lentement, comme un parfum. À l'intérieur, les voix s'étaient baissées, non pas par respect, mais plutôt par conviction qu'elle disait les bonnes choses. Le colonel Melchett se tenait près de la cheminée, les épaules droites, comme un homme déterminé à se montrer raisonnable. L'inspecteur Slack occupait le bureau, feuilletant un carnet avec une vivacité professionnelle. Madame Bantry se tenait près de la fenêtre, se retenant visiblement de réaménager la pièce d'une manière qu'elle qualifierait plus tard de purement instinctive. Et sur le canapé était assise Clara Grafton. Elle était vêtue d'une simplicité soignée, en bleu foncé, les mains jointes sur les genoux. Son visage avait le calme de quelqu'un qui avait appris, il y a longtemps, le danger de pleurer en public. Un petit chien était couché à ses pieds, les yeux alertes, comme s'il sentait la tension et la désapprouvait. Mademoiselle Marple observa tout cela en silence. Puis elle salua tout le monde, d'une voix légère, sa présence désarmant instantanément. « Mon cher colonel, dit-elle, c'est très gentil de votre part de m'avoir invité. Quelle affaire terrible !»« Oui, oui, répondit le colonel Melchett, reconnaissant de trouver un sujet familier. C'est très triste, vraiment très triste. Nous sommes en train de régler quelques détails. » L'inspecteur Slack leva les yeux, son expression se transformant en une patience tolérante qu'il réservait aux dames âgées. « Vous n'avez pas à vous inquiéter, mademoiselle Marple. C'est une affaire simple. » Mademoiselle Marple lui sourit. « C'est rassurant. Les choses simples sont si reposantes. » Madame Bantry émit un petit bruit, expressif, mais ne dit rien. Clara Grafton leva alors les yeux et son regard croisa celui de mademoiselle Marple pour la première fois. Ils étaient sombres et très fermes. « Je suis désolée, » dit Clara en se levant à demi, comme si elle ne savait pas comment se comporter face au deuil. « Je ne savais pas. »« Je vous en prie, » dit mademoiselle Marple doucement en lui prenant la main. « Ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment désolée pour votre perte, ma chère. » Les doigts de Clara étaient froids. Elle serra légèrement la main de Miss Marple, puis la relâcha, comme si elle venait de se souvenir d'une règle importante en matière d'apparence. « Merci, dit-elle. Tout cela est assez bouleversant. »« Oui, répondit Miss Marple, c'est souvent le cas. » L'inspecteur Slack s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Grafton nous a été d'une grande aide. C'est elle qui a trouvé la lettre, voyez-vous. » Mademoiselle Marple reporta son regard doux sur Clara. « Oh, vous avez été la première ?» Clara hésita, juste assez pour que quelqu'un qui l'observait le remarque. « Non, c'est Madame Wills qui a trouvé oncle Alfred. Mais elle m'a appelé. Je suis allée dans la bibliothèque. J'ai vu la note sur le bureau. »« Et qu'avez-vous pensé ?» demanda mademoiselle Marple, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Clara serra les lèvres. « J'ai pensé que cela expliquait tout. » L'inspecteur Slack acquiesça d'un signe de tête. « Exactement. La note est très claire. Elle exprime des regrets, parle de fardeau, du fait de ne pas vouloir être un fardeau. Classique. » Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le bureau. Le papier était toujours là où il avait été trouvé, mais il était désormais entouré d'une importance officielle. Elle ne s'en approcha pas. « Puis-je demander, dit-elle doucement, qui a déplacé le revolver en premier ?» Madame Bantry eut le souffle coupé, puis sembla immédiatement satisfaite d'avoir eu le souffle coupé. L'inspecteur, Slack fronça les sourcils. «
Madame Wills, je crois, lorsqu'elle a réalisé ce qui s'était passé. C'est tout à fait naturel. Bien sûr, dit mademoiselle Marple, on ne réfléchit pas toujours sur le moment. Et Lionel Pritchard est arrivé peu après, poursuivit Slack. Il corrobore la chronologie des événements. Comme s'il avait été appelé par son nom, Lionel Pritchard apparut dans l'embrasure de la porte. Il était grand, rasé de près et impeccablement soigné, avec un visage qui inspirait confiance sans vraiment la mériter. Il portait un plateau avec des tasses qu'il posa avec une efficacité minutieuse. « Du thé, dit-il doucement, j'ai pensé que tout le monde en aurait besoin. » Miss Marple l'observa pendant qu'il s'affairait. Ses mains étaient fermes. Son sourire était poli, calculé. « C'est très gentil, dit-elle. Vous avez dû avoir beaucoup à faire ce matin. »« Oui, répondit-il. Monsieur Grafton aimait l'ordre. J'essaie de le maintenir. »« Et depuis combien de temps travailliez-vous pour lui » demanda-t-elle. « 2 ans, répondit Lionel, il comptait beaucoup sur moi. »« En effet, dit mademoiselle Marple. Et ce matin, avez-vous remarqué quelque chose d'anormal » Lionel marqua une pause, la tasse à la main. « Non, absolument rien. Monsieur Grafton était tout à fait calme. » Madame Bantry lança à mademoiselle Marple un regard qui semblait dire « Vous voyez » « Et vous n'avez entendu aucun bruit » demanda mademoiselle Marple. « Non, répondit Lionel. La maison est très solide. Les sons ne se propagent pas. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Cela peut être très utile, dit-elle, et Lionel sourit, incertain. L'inspecteur Slack consulta son carnet. La note mentionne des soucis financiers, mademoiselle Marple. Les comptes de M. Grafton sont quelque peu désordonnés. Des pertes, de mauvais investissements. Oh là là, dit mademoiselle Marple, comme c'est ennuyeux pour lui. Clara prit soudain la parole. Il était inquiet, dit-elle. Il essayait de ne pas le montrer, mais il n'aimait pas l'échec. Mademoiselle Marple se tourna vers elle. Vous en a-t-il parlé ? Clara secoua la tête. Non, pas directement. Mais on peut le deviner, n'est-ce pas ? Oui, dit mademoiselle Marple. Parfois, on peut. Elle se dirigea enfin vers le bureau. Personne ne l'arrêta. Cela aurait semblé méchant. Elle ne toucha pas le papier, mais se pencha légèrement, comme si elle lisait par inclinaison plutôt que par la vue. L'écriture est très ferme, observa-t-elle. Régulière, pas de tremblement. L'inspecteur Slack sourit faiblement. Les gens peuvent être déterminés. Tout à fait, dit mademoiselle Marple. Et la bague ? Madame Bantry a mentionné une bague. Madame Bantry se pencha avec empressement. Juste là, Jane, vous pouvez la voir, un cercle à peine visible. Mademoiselle Marple se pencha pour mieux voir. Elle était là, la marque pâle d'une tasse ou d'un verre placée avec précision, coupant la marge de la page sans masquer les mots. Une petite chose, presque décorative. Comme c'est soigné, dit mademoiselle Marple. L'inspecteur Slack haussa les épaules. Probablement son thé, ou son café. Les gens laissent des tasses n'importe où. Oui, dit mademoiselle Marple, c'est vrai. Elle se redressa et son regard balaya la pièce, s'attardant brièvement sur le fauteuil près de la cheminée, sur le tapis en dessous, sur la petite table à côté. Monsieur Grafton aimait la routine, dit-elle. Il buvait son thé ici, n'est-ce pas ? Lionel acquiesça. Tous les matins. Et où posait-il sa tasse ? demanda-t-elle. Lionel fit un geste vague. Sur la table d'appoint. Mademoiselle Marple sourit. Bien sûr. Elle se tourna alors vers le colonel Melchett. Puis-je vous demander, colonel, à quelle heure la note a été écrite ? Melchett hésita. Eh bien, nous supposons peu avant le crime. Oui, dit mademoiselle Marple. Les suppositions sont très utiles. L'inspecteur Slack se raidit. Suggérez-vous le contraire ? Oh non, répondit rapidement mademoiselle Marple. Je n'oserais pas. Je veux simplement dire que les gens se préparent souvent à la fin. Ils mettent les choses en ordre. Ils s'assurent que rien n'est laissé en suspens. Clara déglutit. Oncle Alfred détestait le désordre. Mademoiselle Marple la regarda avec un intérêt bienveillant. Vraiment ? Oui, répondit Clara. Il aimait que les choses soient réglées. Mademoiselle Marple acquiesça. Comme beaucoup de gens. Elle retourna vers la porte, comme si l'affaire ne la concernait plus. Madame Bantry avait l'air déçue. « Jane » siffla-t-elle. « Tu comprends sûrement. »« Chut, ma chère » murmura mademoiselle Marple. « Il ne faut pas se précipiter. » Arrivée au seuil, elle se retourna une dernière fois. « Inspecteur Slack, dit-elle aimablement. Puis-je vous demander si M. Grafton fumait le matin ?» Slack cligna des yeux. « Fumait ? Non, il était très strict à ce sujet. » « Et pourtant, dit mademoiselle Marplan, désignant délicatement le cendrier posé sur le bureau, il y a des cendres. Tout le monde regarda. Il n'y en avait pas beaucoup. Une pincée. Facile à expliquer. L'inspecteur Slack rougit. Ça pourrait être d'hier. Bien sûr, dit mademoiselle Marple.
ou de quelqu'un d'autre. La pièce sembla soudainement plus étroite, comme si les murs s'étaient rapprochés. Mademoiselle Marple sourit, prit congé et ressortit dans la douceur de l'après-midi, où le village attendait avec impatience ses conclusions. Derrière elle, les suppositions se mirent en place, polies et confiantes, comme des tasses à thé posées avec soin sur du papier. Miss Marple retourna vers son cottage d'un pas tranquille, comme quelqu'un dont l'esprit était très occupé. L'après-midi avait pris cette douceur particulière que St. Mary Mead affectionnait lorsqu'il voulait paraître innocent. La lumière du soleil se diffusait à travers de fins nuages. Les haies retenaient leur souffle. La route dessinait de douces courbes comme si elle n'avait aucune intention de mener vers un endroit difficile. Elle n'avait pas parcouru plus de la moitié du chemin que des pas se précipitèrent derrière elle. « Jane! Jane! Attendez !» Madame Bantry la rattrapa, les joues roses d'effort et d'indignation. « Eh bien ?» demanda-t-elle presque aussitôt. « Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez rien remarqué. Ce cendrier et Lionel, beaucoup trop calme, si vous voulez mon avis. » Mademoiselle Marple sourit. « Ma chère Mary, le calme est un vêtement si généreux. Il s'adapte à tant d'émotions différentes. » Madame Bantry eut un petit reniflement. « Vous dites toujours cela quand vous pensez que quelqu'un ment. »« Je le dis quand je pense que quelqu'un se comporte bien, » répondit doucement mademoiselle Marple, « ce qui n'est pas du tout la même chose. » Elles marchèrent ensemble un moment dans un silence complice. Un jardinier souleva sa casquette à leur passage. Quelque part, une radio diffusait, faiblement de la musique de danse incongrue et résolument joyeuse. « Quoi qu'il en soit, poursuivit madame Bantry, l'inspecteur Slack a déjà pris sa décision. Lionel Pritchard est traité comme un saint, et la pauvre Clara, eh bien tout le monde la surveille. Une nièce au passé tragique, dépendante de l'argent de son oncle. L'histoire s'écrit toute seule. »« Oui, dit mademoiselle Marple, c'est ce qui m'inquiète. » Madame Bantry s'arrêta de marcher. « Ça vous inquiète ? Jane, c'est évident. » Mademoiselle Marple se tourna vers son amie. « Ma chère, quand quelque chose est évident, il faut toujours se demander à qui cela convient le mieux. » Madame Bantry ouvrit la bouche, la referma, puis soupira. « Vous allez dire le village, n'est-ce pas ? » ?»« Le village, » acquiesça mademoiselle Marple. « Et la police, et tous ceux qui préfèrent une histoire qui se termine bien. » Ce soir-là, la netteté de l'histoire commença à acquérir un poids officiel. L'inspecteur Slack se rendit au logement de Clara Grafton. Elle avait temporairement emménagé dans la chambre d'amis de madame Archer, un détail qui permettait à madame Archer d'être à la fois indispensable et accablée de chagrin, et mena un long entretien sérieux. Il parla gentiment, il posa des questions sensées. Il prit des notes qui, sans l'admettre tout à fait, tendaient vers une conclusion. Clara répondit avec un calme admirable. Elle parla des inquiétudes de son oncle, de ses humeurs, de son retrait croissant. Elle parla de gratitude et d'obligation, de la façon dont elle avait espéré l'aider à gérer les choses, tout en prenant soin de ne pas suggérer qu'on lui avait jamais confié une réelle autorité. « Je savais qu'il était malheureux, » dit-elle doucement. « Je pense qu'il se sentait acculé. » L'inspecteur Slack acquiesça. D'après son expérience, les hommes acculés faisaient exactement ce qu'Alfred Grafton semblait avoir fait. « Et vous dépendiez financièrement de lui ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Clara sans broncher. « Je ne vais pas prétendre le contraire. » Après son départ, elle resta assise, immobile, les mains jointes sur ses genoux, jusqu'à ce que madame Archer se retire avec tact. Ce n'est qu'alors que Clara se permit un seul frisson silencieux. Il passa rapidement. Elle se leva, lissa sa jupe et sonna pour demander du thé. De l'autre côté du village, Lionel Pritchard était également interrogé, de manière plus formelle cette fois, au poste de police. Il répondit avec le même calme précis. « Vous voyez, dit-il en ajustant sa manchette, M. Grafton était soumis à une forte pression. Les pertes s'accumulent avant qu'on ne les admette. J'ai fait ce que j'ai pu. »« Et la note ?» demanda l'inspecteur Slack. « Tout à fait dans son caractère, » répondit Lionel. Il aimait s'expliquer. Il détestait les choses inachevées. L'inspecteur Slack nota cela. Les choses inachevées étaient gênantes. Le lendemain matin, St. Mary Mead avait accepté son premier suspect, non pas dans le sens d'une accusation, mais dans le sens plus doux et plus insidieux d'une attente. Le nom de Clara Grafton commença à prendre une connotation particulière. Il était prononcé doucement, avec regret. Pauvre fille, tellement dépendante. On ne sait jamais ce qui se passe dans les familles. Il y avait des hochements de tête, il y avait des soupirs. Il y avait des femmes qui regardaient leur propre nièce avec un léger malaise. Miss Marple entendit tout.
Elle l'entendit à la poste, où Madame Bartlett marqua une pause significative avant de lui remettre ses timbres. Elle l'entendit chez le boucher, où un morceau de viande fut pesé avec une lenteur inhabituelle. Elle l'entendit dans le jardin du presbytère, où la sympathie prenait la forme de spéculation. Elle était en ligne pour hériter, n'est-ce pas, murmura quelqu'un. Eh bien, naturellement, répondit-on. Et il était si inquiet. Elle devait s'y attendre. Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle écoutait, comme elle le faisait toujours, ce qui n'était pas dit. Chez elle, elle sortit son tricot et travailla une rangée nette et régulière, son esprit revenant sans cesse à l'image du bureau dans la bibliothèque. Le papier, la bague. Une tasse laisse une trace parce qu'elle repose, parce qu'elle est posée là pendant un certain temps, pas parce que quelqu'un est pressé. Florence arriva en se précipitant avec le courrier du matin. « Mademoiselle, l'enquête aura lieu demain. Ils disent donc que ce sera rapide. Une affaire classée. »« Vraiment ?» dit mademoiselle Marple d'un ton doux. « Et la police est satisfaite. C'est une chance, en fait. C'est très triste, mais au moins, c'est réglé. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Réglé. » Elle prit une lettre écrite d'une main soignée. Elle venait de Clara. « Chère mademoiselle Marple, j'espère que vous me pardonnerez de vous écrire. Madame Bantry m'a suggéré très gentiment que vous accepteriez peut-être de me recevoir. J'ai besoin de prendre du recul. Cordialement, Clara Grafton. » Mademoiselle Marple plia la lettre d'un air pensif. Recul était un mot utile. Il suggérait la distance, la forme, la proportion. Elle répondit immédiatement, invitant Clara à prendre le thé cet après-midi-là. Clara arriva ponctuellement, vêtue avec une sobriété convenable. Elle avait l'air fatiguée, mais pas décomposée. Le petit chien était absent. « Je n'ai pas amené Percy, » expliqua Clara. « Il sent quand je suis anxieuse. »« Les animaux le font souvent, » dit mademoiselle Marple. « Ils ne sont pas distraits par les explications. » Elles prirent le thé près de la fenêtre. Mademoiselle Marple versa le thé, en prenant soin de ne pas en renverser une goutte. « Tout le monde est très gentil, » dit Clara après un moment. « Ce qui est presque pire. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « La gentillesse peut être très pesante. » La bouche de Clara s'incurva en un léger sourire ironique. « Ils ont décidé de ce qui s'était passé, je le sens. »« Et que pensez-vous qu'il se soit passé ?» demanda mademoiselle Marple. Clara baissa les yeux vers sa tasse. « Je pense que mon oncle avait peur, » dit-elle lentement. « Je pense qu'il voulait que tout cela s'arrête. » Mademoiselle Marple observa ses mains. Elles étaient désormais fermes. « Et pourtant, » dit mademoiselle Marple, « vous m'avez écrit. » Clara croisa son regard. « Parce que je ne crois pas qu'il aurait écrit cette note. » Miss Marple interrompit son ouvrage. « Non, » dit-elle doucement. « C'était trop posé, » poursuivit Clara. « Il n'était jamais posé quand il avait peur. Il s'agitait. Il se contredisait. Il buvait son thé trop vite. » Miss Marple sourit faiblement. « Vraiment ?» ?»« Oui, » répondit Clara. Et la lettre était placée avec tant de soin, comme si quelqu'un voulait qu'on la trouve exactement comme ça. Mademoiselle Marple resta silencieuse pendant un moment, puis elle demanda très doucement. « Qui aurait voulu cela, ma chère ?» Les doigts de Clara se crispèrent sur sa tasse, laissant une légère empreinte sur la porcelaine. « Je ne sais pas, dit-elle, mais je sais que ce n'était pas moi. » Mademoiselle Marple tendit la main et recouvrit celle de Clara de la sienne. « Je suis très heureuse que vous m'en ayez parlé, » dit-elle. Une fois Clara partie, mademoiselle Marple resta près de la fenêtre, observant la route. Le village continuait de vivre sûr de sa conclusion. Mais les conclusions, songea-t-elle, étaient comme des cercles. Elles pouvaient être tracées pour inclure ou pour exclure, et quelqu'un quelque part avait tracé celui-ci avec beaucoup de soin. Mademoiselle Marple dormit mal cette nuit-là, ce qu'elle considéra comme un inconvénient mineur mais révélateur. Quand elle s'endormit, elle ne rêva ni d'Alfred Grafton, ni de sa bibliothèque, mais de tasses, alignées à l'envers pour sécher, chacune laissant derrière elle un cercle pâle, identique, et pourtant subtilement différent. Elle se réveilla avec la clarté particulière qui suivait souvent ce genre de rêve, et avec une légère irritation d'avoir été dérangée avant que les choses ne se soient résolues correctement. À l'heure du petit déjeuner, St. Mary Mead répétait déjà l'enquête. Florence annonça la nouvelle avec une sorte d'efficacité sinistre. L'inspecteur Slack dit qu'il n'y a rien qui complique les choses. Ils convoqueront Madame Wills, Mademoiselle Grafton et Monsieur Pritchard. Ce sera bref et respectueux, dit-il. Oui, répondit Mademoiselle Marple. Respectueux est un mot très populaire. Elle termina son toast et mit son chapeau avec un soin délibéré. Il n'y avait pas besoin de se dépêcher.
Les gens qui se dépêchaient manquaient souvent le moment où quelque chose tournait mal. L'enquête eut lieu dans la salle paroissiale, ce qui conféra à la procédure un air de convenance civique qui contribua grandement à apaiser les consciences. Les chaises étaient disposées en rangées bien ordonnées. Les fenêtres étaient ouvertes juste assez pour laisser entrer l'air frais et le bruit lointain d'une tondeuse à gazon. La vie continuait à un rythme rassurant. Mademoiselle Marple était assise tranquillement au fond, les mains jointes, l'air poli et attentif. Madame Bantry était assise à côté d'elle, pleine d'impatience. Clara Grafton était assise près de l'avant, très droite, le visage pâle mais calme. L'inspecteur Slack présenta les faits avec une assurance professionnelle. L'heure du décès, l'état du corps, la note, le revolver. Madame Wills témoigna d'une voix tremblante mais déterminée. Elle avait trouvé M. Grafton tel qu'il avait été décrit. Elle n'avait déplacé le revolver que parce qu'elle n'aimait pas le voir là. « Et la note » demanda le coroner. « Il était sur le bureau, monsieur, bien rangé comme vous le souhaitez. » Miss Marple observa le regard de Madame Wills se poser, une seule fois sur Lionel Pritchard qui était assis un peu à l'écart, les mains jointes, l'air attentif. Le témoignage de Clara fut bref. Elle parla des inquiétudes de son oncle, de ses humeurs, de sa fierté. Elle n'enjoliva pas les choses. Au contraire, elle les minimisa. « Et vous avez trouvé la note convaincante » demanda le coroner. « Oui, » répondit Clara après une pause. À ce moment-là, l'inspecteur Slack se pencha en arrière, satisfait. Tout se déroulait exactement comme prévu. Puis Lionel Pritchard fut appelé à la barre. Il s'exprima avec aisance, avec une assurance qui frôlait le soulagement. Il confirma les difficultés financières. Il confirma le calme qui régnait ce matin-là. Il confirma l'absence de perturbation. C'était un homme qui n'aimait pas le désordre, dit Lionel, dans tous les sens du terme. « Et vous croyez, demanda le coroner, que M. Grafton s'est suicidé ?» Lionel hésita, juste assez pour paraître pensif. « Je crois qu'il a choisi la solution la plus ordonnée qui s'offrait à lui. » Il y eut un murmure. Les solutions ordonnées plaisaient à St. Mary Mead. Le coroner acquiesça. « Merci. » Miss Marple sentit Madame Bantry se raidir à côté d'elle. « C'était beaucoup trop intelligent, » murmura Madame Bantry. « Oui, » murmura Miss Marple. « L'intelligence a tendance à se trahir elle-même. » Le verdict fut rendu peu après. Suicide, alors qu'il était sain d'esprit, mais sous pression financière. Les mots se posèrent dans la pièce comme de la poussière. Les gens expirèrent. La forme de la fin avait été confirmée. Alors que la salle se vidait, Mademoiselle Marple se leva lentement. Elle n'avait pas l'intention de parler à l'inspecteur Slack, pas encore. Au lieu de cela, elle se dirigea vers Madame Wills, qui se tenait près de la porte en tordant son tablier. « Ma chère, dit Mademoiselle Marple avec gentillesse, vous devez être épuisée. » Madame Wills esquissa un sourire pâle. « Cela a été une affaire épouvantable, mademoiselle. Mais au moins, c'est réglé maintenant. » Mademoiselle Marple pencha la tête. « Vraiment ?» Madame Wills hésita. « Eh bien, c'est ce que dit l'enquête. » « Oui, » acquiesça Mademoiselle Marple. « Et pourtant, puis-je vous poser une question ?» Madame Wills jeta un regard nerveux autour d'elle. « Si vous voulez. »« Lorsque vous avez trouvé M. Grafton, dit doucement Mademoiselle Marple, lui avez-vous préparé une tasse de thé ce matin-là » Madame Wills eut l'air surprise. « Du thé ? Non, mademoiselle, il en avait déjà bu. M. Pritchard le lui apportait toujours à 8h30. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Et le buvait-il généralement en entier ?» « Oh oui, répondit promptement Madame Wills. Il n'en gaspillait jamais une goutte. » Mademoiselle Marple sourit. « Merci. » Elle se détourna avant que Madame Wills ne puisse lui demander pourquoi cela avait de l'importance. Dehors, Madame Bantry lui saisit le bras. « Jane, vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» Le regard de Lionel lorsque le verdict a été rendu. Il rayonnait littéralement. Mademoiselle Marple soupira. Le soulagement peut ressembler beaucoup à la satisfaction. Elles marchèrent ensemble le long du chemin. À mi-chemin, Mademoiselle Marple s'arrêta. « Mary, dit-elle, vous souvenez-vous de Madame Hawkes ?» Madame Bantry cligna des yeux. « Laquelle ?»« Celle qui a perdu son mari très soudainement, poursuivit Mademoiselle Marple. Tout le monde a dit que c'était son cœur, très net. Et vous souvenez-vous de ce qu'elle a fait le lendemain des funérailles ?» Madame Bantry fronça les sourcils. « Elle a redécoré le salon. »« Oui, dit Mademoiselle Marple. Elle a déplacé les meubles, changé les rideaux. Elle disait qu'elle ne supportait plus de voir les choses telles qu'elles étaient avant. » Madame Bantry écarquilla les yeux. « Jane, tu ne penses pas. »« Je pense, dit doucement Mademoiselle Marple, que les personnes qui organisent des fins
ne peuvent souvent pas s'empêcher de réorganiser autre chose également. 7. Après-midi-là, Mademoiselle Marple se rendit à The Dower House. La maison avait déjà commencé à changer d'atmosphère. Les fenêtres étaient ouvertes. L'air circulait. Lionel Pritchard supervisait tranquillement les travaux, donnant des instructions polies aux artisans. « Mademoiselle Marple, dit-il avec un sourire détendu, je ne m'attendais pas... »« Je ne vous retiendrai pas, dit-elle. Je voulais simplement vous rendre un livre que M. Grafton m'avait prêté. » Elle lui tendit un petit volume. Il le prit, surpris. « Je ne savais pas... »« Oh si, dit-elle. Il était très fier de sa bibliothèque. » Lionel acquiesça. « J'ai commencé à cataloguer les ouvrages. Il est important de mettre de l'ordre dans tout cela. »« Oui, dit mademoiselle Marple. L'ordre est de retour. » Elle jeta un coup d'œil dans la bibliothèque. Le bureau était désormais vide, trop vide. Le cendrier avait disparu. « Vous avez été très occupé, remarqua-t-elle avec désinvolture. « Il fallait faire le ménage, répondit Lionel. Il faut aller de l'avant. » Mademoiselle Marple lui sourit, les yeux brillants. « En effet. Dites-moi, M. Grafton autorisait-il quelqu'un d'autre à utiliser son bureau ?» Lionel marqua une pause. « Non, il était très pointilleux. »« Et pourtant, dit mademoiselle Marple, le cendrier était là. » Le sourire de Lionel s'estompa. « Comme je l'ai déjà dit, il pouvait provenir d'une autre époque. »« Bien sûr, dit mademoiselle Marple. Et la tasse ? » ?»« La tasse ?» répéta-t-il. « Oui, dit-elle, celle qui a laissé une trace sur le papier. » Lionel la fixa un instant de trop. « Je crains de ne pas comprendre ce que vous voulez dire. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Non, dit-elle. Je suppose que non. » Elle le quitta alors, retournant dans l'après-midi avec la douce satisfaction de quelqu'un qui a commis une petite erreur utile pour le compte de quelqu'un d'autre. Le village croyait avoir tiré une conclusion. La police était satisfaite. La maison était en train d'être remise en ordre. Et quelque part sous cet ordre, une contradiction avait commencé à naître. Mademoiselle Marple rentra chez elle en fin d'après-midi avec l'étrange impression d'être passée devant quelque chose de familier et de commencer seulement à en reconnaître la forme. Elle rangea soigneusement ses gants, comme si elle pouvait en avoir besoin à tout moment, et s'assit près de la fenêtre d'où elle pouvait voir le virage de la ruelle et la procession régulière de la vie du village reprendre son rythme habituel. Le verdict avait fait son effet. St. Mary Mead respirait plus facilement. Les gens souriaient à nouveau sans s'en rendre vraiment compte. Le boucher plaisantait. La postière se permit un soupir qui ressemblait beaucoup à un soupir de soulagement. Le village, après avoir été brièvement perturbé, avait choisi un motif avec lequel il pouvait vivre. Le désespoir financier était une chose si respectable. Il n'offensait personne. Il ne posait aucune question aux vivants. Mademoiselle Marple l'entendait répéter partout où elle allait. Il devait voir la ruine arriver. Les hommes de cet âge ne supportent pas bien la perte. C'est terriblement triste, mais au moins cela explique tout. Tout expliquer, réfléchit-elle, était précisément le problème. Ce soir-là, le colonel Melchett passa la voir, retirant son chapeau avec un air légèrement désolé. « J'espère que cela ne vous dérange pas, mademoiselle Marple, dit-il. J'ai pensé qu'il serait aimable de vous informer qu'il n'y aura pas d'autre enquête. Slack est satisfait. L'affaire est close. » Mademoiselle Marple lui servit du thé. « Quelle efficacité !»« Oui, dit Melchett avec une pointe de malaise, mais je ne peux m'empêcher de penser que... Eh bien, ces choses-là sont rarement aussi simples qu'on l'espère. » Mademoiselle Marple lui sourit par-dessus le bord de sa tasse. Les motifs clairs sont souvent choisis pour leur commodité. Il la regarda d'un air sévère. « Vous avez encore des doutes ? » ?»« Mon cher colonel, dit-elle doucement, j'ai toujours des doutes. Ils nous empêchent d'être négligents. » Il soupira. « Si vous avez quoi que ce soit de concret, vous devez me le dire. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Si j'ai quelque chose, je le ferai. » Après son départ, elle sortit son tricot, mais le remit presque aussitôt de côté. Son esprit s'était tourné, avec insistance, vers Clara Grafton. C'était Clara qui avait le plus à gagner de la mort d'Alfred Grafton. Le testament, désormais en sécurité entre les mains d'un notaire, lui assurait une situation confortable. Le village le savait, la police le savait. Tout le monde trouvait cela rassurant. Un mobile aussi évident était un cadeau. Mademoiselle Marple décida de la revoir. Clara séjournait toujours chez Madame Archer et accueillit Mademoiselle Marple avec une gratitude discrète. La maison sentait légèrement le cirage et le chou bouilli, et Madame Archer elle-même virevoltait en arrière-plan, impatiente et réservée. « Vous devez me pardonner, dit Clara, d'être de si mauvaise compagnie. »« Le chagrin n'est pas un défaut social, répondit Mademoiselle Marple. C'est simplement épuisant.
Elles s'assirent ensemble dans le petit salon. Clara semblait plus mince, comme si quelque chose l'avait lentement rongée. « Ils ont réglé l'affaire, dit Clara. Tout le monde croit savoir pourquoi oncle Alfred a fait ça. »« Et vous, le savez-vous » demanda mademoiselle Marple. Clara hésita. « Je sais pourquoi ils veulent y croire. » Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. « Pourquoi pensez-vous cela ?»« Parce que cela permet de replacer la cause dans le passé, dit Clara doucement, et dans son caractère. Cela signifie que personne d'autre n'a besoin de s'interroger. » Mademoiselle Marple la regarda avec intérêt. « Vous avez un esprit très perspicace. » Clara esquissa un sourire faible et sans humour. « On apprend à être perspicace quand on passe son temps à recevoir des explications. » Miss Marple tendit la main vers sa tasse de thé, puis s'interrompit. « Dites-moi, ma chère, votre oncle vous a-t-il jamais parlé de Lionel Pritchard ?» Clara eut l'air surprise. « Lionel ? Il lui faisait confiance. Il comptait sur lui. Et vous ? demanda Miss Marple. « Je ne lui ai jamais fait confiance, » répondit Clara. Puis elle sembla surprise par sa propre certitude. « Je ne saurais dire pourquoi. Il était toujours si... serviable. »« Oui, » dit mademoiselle Marple, « la serviabilité peut être très persuasive. » Clara serra les mains sur ses genoux. « Il me cachait des choses, pas méchamment, juste efficacement. J'arrivais toujours après que les décisions étaient prises. » Mademoiselle Marple acquiesça. Elle avait connu beaucoup de femmes qui vivaient ainsi. Le soir même, Lionel Pritchard dînait seul à The Dower House. La maison était plus calme à présent, et il s'y déplaçait avec une aisance qui lui était propre. Il ouvrit un tiroir du bureau, son bureau désormais, sauf dans le nom, et en sortit une liasse de papier, des comptes, des lettres, soigneusement triées. Il s'arrêta sur une enveloppe, puis la mit de côté. Elle portait une légère marque circulaire, comme si quelque chose avait reposé dessus. Il fronça légèrement les sourcils, puis chassa cette pensée et la remit à sa place. De l'autre côté du village, mademoiselle Marple se souvenait à nouveau de madame Hawkes, non pas de la mort de son mari, mais de ce qui avait suivi, l'empressement avec lequel elle avait tout expliqué. Elle avait été si convaincante. Le lendemain matin, l'inspecteur Slack rendit visite à Lionel pour une dernière formalité. Une signature ici, une confirmation là. « Mademoiselle Grafton n'aura plus besoin de rien d'autre de la maison, dit Slack. Elle en a hérité sans condition. » Lionel sourit. « Je suis heureux pour elle. »« Et vous ?» demanda Slack. « Que ferez-vous maintenant ?» Lionel écarta les mains. « Je vais m'occuper de la conclusion de l'affaire. Aider l'avocat, m'assurer qu'il n'y ait pas d'irrégularité. » Slack approuva d'un signe de tête. C'est ça l'esprit. Une fois qu'il fut parti, Lionel resta un moment dans la bibliothèque, regardant le fauteuil près de la cheminée. Il s'y assit à titre d'essai, posant une main sur la coudoir. Il ne le trouvait pas confortable. Il se leva aussitôt. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple rencontra madame Wills à l'épicerie. « Quel soulagement que ce soit fini, dit madame Wills. Monsieur Grafton était un homme bon, mais fier. Les problèmes d'argent font des choses terribles. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « Ils sont très utiles de cette façon. » Madame Wills eut l'air perplexe. « Utiles, mademoiselle ?»« Ils expliquent beaucoup de choses, dit mademoiselle Marple avec gentillesse. Ils expliquent sans accuser personne. » Madame Wills rougit légèrement. « Je n'ai jamais aimé le dire, mais... » Il semblait plus calme vers la fin. « Plus calme ?» demanda mademoiselle Marple. « Oui, dit madame Wills, comme si quelque chose avait été réglé pour lui. » Mademoiselle Marple sourit doucement. « Merci, madame Wills. » Elle continua son chemin, ses pensées s'affinant. Le calme après l'apaisement. L'ordre rétabli. Une bague laissée délibérément. Le mobile que tout le monde préférait, la ruine financière, n'était pas faux. Il était simplement incomplet. Et mademoiselle Marple savait que c'était souvent dans l'incomplétude que se cachait la vérité. Miss Marple était en train de raccommoder un poignet lorsqu'un deuxième incident survint à St. Mary Mead. Non pas sous forme de drame, mais de paperasse. Il prit la forme d'une lettre livrée juste après le déjeuner, mince, officielle, et adressée non pas à Miss Marple, mais au colonel Melchett. Le colonel, cependant, la lui apporta presque immédiatement, l'air troublé, comme si sa confiance avait été légèrement mais définitivement ébranlée. « J'ai pensé que vous devriez voir ça, » dit-il en posant la lettre sur la petite table à côté de sa chaise. « C'est délicat. » Mademoiselle Marple posa son aiguille. Les choses délicates le sont souvent. La lettre provenait d'un cabinet d'avocats londonien. Elle concernait les affaires d'Alfred Grafton, plus précisément une révision de son testament effectuée 6 semaines avant sa mort. « 6 semaines » répéta mademoiselle Marple doucement. « Oui, » répondit Melchett.
Elle lègue à Mademoiselle Grafton la majeure partie de la succession, comme nous le pensions, mais il y a plus. Mademoiselle Marple continua à lire, le visage impassible. « Il y a un codicille, dit-elle. Il lègue une somme importante à Lionel Pritchard. » Melchett acquiesça d'un air sombre, en signe de reconnaissance pour ses loyaux services. Tout à fait légal, tout à fait honnête. Tout à fait gênant, murmura Mademoiselle Marple. Le colonel soupira. Slack est furieux. Il estime que cela complique inutilement les choses. Cela fait plus que cela, dit Mademoiselle Marple. Cela change l'atmosphère de la pièce. Melchett la regarda d'un air sévère. Vous pensez que cela a de l'importance? Je pense, dit-elle doucement, que lorsque l'argent entre deux fois dans une histoire, c'est rarement dans le même rôle. La nouvelle se répandit à une vitesse remarquable. À l'heure du thé, le village bourdonnait à nouveau, mais le ton avait changé. La netteté de la conclusion précédente avait été perturbée, juste assez pour mettre les gens mal à l'aise. Eh bien, c'est intéressant. On ne savait rien du jeune monsieur Pritchard. Il semble généreux, n'est-ce pas? La générosité, réfléchit Mademoiselle Marple, était un autre mot très utile. L'inspecteur Slack fut contraint, poliment mais à contre-cœur, de rouvrir certaines pistes d'enquête. Lionel Pritchard fut invité à expliquer le codicille. Il le fit avec un calme admirable. « Monsieur Grafton a insisté, dit Lionel. Il appréciait la loyauté. Il estimait que j'avais été indispensable. »« Et vous ne l'avez pas remis en question ?» demanda Slack. « C'était son argent, répondit Lionel. Il aimait régler les choses tant qu'il le pouvait. » Régler les choses à nouveau. Mademoiselle Marple n'était pas présente lors de cet entretien, mais elle en entendit le ton plus tard par le colonel Melchett, et elle reconnut le subtil changement. Lionel n'était plus simplement serviable. Il était impliqué, gentiment, poliment, mais indéniablement. Ce soir-là, Clara Grafton se rendit au cottage de Mademoiselle Marple sans prévenir. « On vient de m'annoncer, dit-elle d'une voix très calme, le codicille. » Mademoiselle Marple la fit entrer immédiatement. « Vous voyez, dit Clara debout plutôt qu'assise. Ils vont s'intéresser à lui maintenant. »« Oui, répondit Mademoiselle Marple, c'est certain. »« Et moi ?» demanda Clara. Mademoiselle Marple la regarda dans les yeux. « Ils s'intéresseront moins à vous ?» Clara eut un petit rire sec. Comme c'est généreux de sa part. Même dans la mort, oncle Alfred continuait à tout organiser. Mademoiselle Marple lui versa un verre d'eau. « Dites-moi, ma chère, étiez-vous au courant du codicille ?»« Non, répondit Clara sans hésiter. Je m'en serais souvenu. Je me serais opposée. »« Vous vous seriez opposée ?» demanda Mademoiselle Marple. « Oui, Lionel n'en avait pas besoin. Oncle Alfred aimait récompenser les gens, mais sans extravagance. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Votre oncle a-t-il jamais parlé de modifier son testament ?» Clara hésita. « Une fois. Il a dit qu'il n'aimait pas les affaires inachevées. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. Cette phrase semble revenir souvent. Clara finit par s'asseoir. « Ils vont penser que Lionel avait une raison maintenant, dit-elle. Mais cela ne fait que l'aider, n'est-ce pas? Cela lui donne un mobile qui est arrivé trop tard. »« En effet, dit Mademoiselle Marple. Un mobile découvert après la mort est une chose très utile. Pour la mauvaise personne. » Clara la fixa du regard. « Que voulez-vous dire ?» Mademoiselle Marple ne répondit pas directement. « Vous souvenez-vous du matin où votre oncle est mort ?» Clara ferma brièvement les yeux. « Oui. »« Avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel ?»« Non. »« Avez-vous senti quelque chose d'inhabituel ?» Clara fronça les sourcils. « Une odeur ?»« Oui, dit Mademoiselle Marple. De la fumée, peut-être ?» Clara ouvrit les yeux. Il y avait une légère odeur. J'ai supposé qu'elle provenait de la veille au soir. Mademoiselle Marple acquiesça. Tout le monde a pensé la même chose. Après le départ de Clara, Mademoiselle Marple resta seule dans la pénombre grandissante. Le deuxième choc avait fait son effet. La confiance du village avait été ébranlée. La police n'était plus à l'aise. Et Lionel Pritchard, soupçonnait-elle, s'y attendait. Le lendemain, cela se confirma. L'inspecteur Slack, déterminé à reprendre le contrôle, décida de confronter Lionel, directement avec ce qu'il considérait clairement comme le cœur du problème. « Vous en avez tiré profit, dit Slack sans détour. Cela vous rend suspect. » Lionel semblait sincèrement peiné. « J'ai été récompensé pour ma loyauté. Cela ne fait certainement pas de moi un meurtrier. »« Non, répondit Slack, mais cela vous rend intéressant. » Lionel sourit faiblement. « Je suppose que c'était inévitable. » Encore ce mot. Plus tard dans l'après-midi, Mademoiselle Marple rencontra Lionel par hasard, à la poste, comme par hasard. « Mademoiselle Marple, dit-il chaleureusement, j'ai entendu dire que je faisais beaucoup parler de moi.
Les gens aiment bien les détours, répondit-elle doucement. Il l'observa attentivement. Vous n'avez jamais cru à la conclusion initiale, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple soutint son regard, l'air doux et impénétrable. Je crois que les gens se dévoilent lorsqu'ils pensent que l'histoire est déjà terminée. Son sourire se crispa. Et que pensez-vous que j'ai dévoilé? Elle jeta un coup d'œil au comptoir, où une tasse avait été posée puis retirée, laissant une légère trace humide. Que vous aimez beaucoup mener les choses à leur terme, dit-elle doucement. Les yeux de Lionel clignèrent, pendant moins d'une seconde, mais cela suffit. Mademoiselle Marple rentra chez elle après être passée à la poste, avec l'air satisfait de quelqu'un qui a accompli une course sans importance et s'est retrouvé étonnamment revigoré par cette expérience. Elle rangea soigneusement les timbres dans leur tiroir, aligna les enveloppes et s'assit un instant, les mains posées sur les genoux, le regard pensif plutôt que troublé. Le clin d'œil attentif de Lionel Pritchard se répéta avec une délicate insistance. Ce n'était pas de la peur qu'elle avait vue, la peur avait du poids, de l'urgence. C'était quelque chose de plus léger et de plus vif, un calcul interrompu, le genre de réaction que l'on observe chez les hommes qui se targuent d'être préparés. Mademoiselle Marple appela Florence. « Ma chère, dit-elle, vous souvenez-vous si M. Grafton recevait parfois le soir ?» Florence s'arrêta, son plateau à la main. « Rarement, mademoiselle. Un verre de whisky peut-être. Mais il n'aimait pas avoir de la compagnie tard le soir. Il disait que cela le dérangeait. »« Oui, murmura mademoiselle Marple, les gens n'aiment pas être déstabilisés. » Cet après-midi-là, elle rendit visite à madame Wills. La gouvernante la reçut avec un respect nerveux, les mains encore rouges d'avoir frotté, comme si la propreté elle-même pouvait éloigner les souvenirs désagréables. « J'espère que je ne dérange pas, » dit gentiment mademoiselle Marple. « Non, mademoiselle, non. Tout est calme aujourd'hui. »« Oui, dit mademoiselle Marple, c'est souvent dans le calme que l'on remarque certaines choses. » Elles s'assirent à la petite table de la cuisine. Mademoiselle Marple accepta une tasse de thé et la posa délibérément près du bord, juste comme ça. « Madame Wills, dit-elle, combien de temps M. Pritchard restait-il généralement éveillé la nuit ?» Madame Wills cligna des yeux. « Tard, parfois. Il aimait relire ses papiers. Il disait que cela l'aidait à réfléchir. »« Et M. Grafton ?»« Oh, il se couchait tôt, comme d'habitude. Il disait que ses nerfs ne supportaient pas les discussions nocturnes. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Et la veille de sa mort ?» Madame Wills hésita. « M. Pritchard était encore dans la bibliothèque quand je suis allé me coucher. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Merci, cela suffira. » Quand elle partit, l'après-midi semblait légèrement différent, comme si le village lui-même avait changé de position sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ce soir-là, mademoiselle Marple mit son plan à exécution. Comme toujours, elle le fit sans accusation ni drame, simplement par gentillesse. Elle invita Lionel Pritchard à prendre le thé. L'invitation était formulée avec une innocence parfaite. Madame Bantry, dit-elle, était curieuse d'entendre les souvenirs de Lionel sur la vie d'Alfred Grafton dans le village. Elle pensait qu'il serait réconfortant de parler de moments plus heureux. Lionel accepta immédiatement. Il arriva pile à l'heure, vêtu avec une sobriété soignée. Son attitude était cordiale, respectueuse et légèrement réservée. Mademoiselle Marple servit le thé. Madame Bantry bavarda avec entrain du temps, des roses, de la difficulté fastidieuse de trouver du personnel de maison compétent. Lionel répondit de manière appropriée. Tout se passa très agréablement. Au bout d'un moment, mademoiselle Marple dit d'un ton léger « J'ai été très désolée d'apprendre que vous aviez dû vider la bibliothèque si rapidement. C'est vraiment dommage, alors que tout venait juste d'être rangé. » Lionel sourit. « Il m'a semblé préférable de mettre de l'ordre dans les choses. »« Oui, dit-elle, l'ordre à nouveau. » Madame Bantry se pencha en avant. « Dites-moi, monsieur, Pritchard, Alfred, a-t-il jamais exprimé des regrets? A-t-il jamais souhaité avoir agi différemment ?» Lionel marqua une pause, réfléchissant. Il n'aimait pas les regrets. Il préférait la résolution. Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient doucement. « Et a-t-il jamais parlé de peur ?» demanda-t-elle. Le sourire de Lionel resta inchangé. Seulement en termes abstraits. Mademoiselle Marple acquiesça. Certains hommes sont comme ça. Elle leva sa tasse de thé, but une gorgée, puis, tout à fait accidentellement, la posa sur la table sans soucoupe. Une légère trace commença à se former presque immédiatement. « Oh mon Dieu !» dit mademoiselle Marple. « Quelle négligence de ma part !» Les yeux de Lionel se posèrent instantanément sur la table. Il la fixa du regard. Ce ne fut qu'un instant, mais pendant cet instant, son corps le trahit. Ses épaules se raidirent, ses doigts se crispèrent,
comme s'il résistait à l'envie d'intervenir. Miss Marple remarqua tout. « Comme, c'est étrange, poursuivit-elle d'une voix douce. Cela laisse une marque parfaite, n'est-ce pas? Un petit cercle. On ne s'attendrait pas à ce que quelque chose d'aussi temporaire laisse une trace aussi précise. » Madame Bantry rit. « Jane, tu te tracasses toujours pour ce genre de choses. »« Oui, acquiesça mademoiselle Marple. Je me tracasse. » Lionel détourna le regard. « Les marques sont inévitables, dit-il trop rapidement. On ne peut pas les empêcher. »« Peut-être pas, dit mademoiselle Marple, mais on peut choisir où elles apparaissent. » Il y eut une pause, brève, polie, mortelle. Lionel finit par prendre sa tasse, se ressaisissant. Monsieur Grafton était très pointilleux sur les surfaces. « Vraiment ?» demanda gentiment mademoiselle Marple. « Où était-ce vous ?» La question resta en suspens entre eux, non pas comme une accusation, mais comme une curiosité. Lionel sourit. « J'ai appris à respecter ses préférences. »« Oui, dit mademoiselle Marple, l'apprentissage est un processus très révélateur. » Madame Bantry, sentant quelque chose sans pouvoir le nommer, changea de sujet. Lionel retrouva admirablement son sang-froid. Lorsqu'il se leva pour partir, il était redevenu l'image même de l'efficacité courtoise. Après son départ, Madame Bantry se tourna vers mademoiselle Marple. « Alors ?» demanda-t-elle. « Vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas ? Ce regard, il a failli bondir de sa chaise. »« Oui, répondit calmement mademoiselle Marple, je l'ai vu. »« Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie, répondit mademoiselle Marple, que la bague n'était pas là par hasard. » Elle expliqua alors, avec précaution et douceur, ce qu'elle avait commencé à comprendre. La note avait été écrite calmement, sans précipitation. La tasse avait été placée délibérément dessus, non pas avant l'écriture, mais après, de manière à laisser une trace rassurante et domestique. Le cendrier, la cigarette, la légère odeur de fumée avaient été introduits plus tard pour suggérer une agitation qui n'avait jamais existé. « Et le revolver » murmura madame Bantry. « Placé » dit mademoiselle Marple. « Pas tombé. Tout a été arrangé pour ressembler à la fin que monsieur Grafton aurait choisi, par quelqu'un qu'il connaissait suffisamment bien pour l'imiter. » Madame Bantry déglutit. « Lionel, oui. »« Mais pourquoi la tasse ?» demanda madame Bantry. « Pourquoi ce détail ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Parce que cela humanise l'acte. Cela rend l'histoire plus réaliste. Les gens croient plus facilement aux fins lorsqu'elles contiennent une touche domestique. » Madame Bantry frissonna. « C'est horrible. »« Oui, dit mademoiselle Marple, c'est vrai. » Ce soir-là, Lionel Pritchard était assis seul à The Dower House, repassant dans son esprit les événements de l'après-midi avec une irritation croissante. Il avait été imprudent. Il s'était laissé aller à réagir. Mademoiselle Marple était plus dangereuse qu'elle n'en avait l'air. Il se rassura. Il n'y avait toujours aucune preuve. Tout avait été fait avec précision. Le village voulait que cette histoire se termine. Mais mademoiselle Marple, soupçonnait-il, n'en avait pas fini. Mademoiselle Marple se leva tôt le lendemain matin, avec le calme curieux qui suivait toujours un test réussi. Ce n'était pas du triomphe qu'elle ressentait, jamais cela, mais une harmonie tranquille, comme si plusieurs fils, auparavant lâches, avaient y commencé à se rassembler d'eux-mêmes. Elle beurra soigneusement son toast et s'assit près de la fenêtre, regardant madame Harper passer avec son panier, saluant de la tête comme elle le faisait toujours. Rien à St. Mary Mead ne semblait avoir changé, et pourtant tout avait changé. Les contradictions, une fois remarquées, avaient une tendance à se coordonner. En milieu de matinée, le colonel Melchett arriva à nouveau, cette fois sans préambule. « Vous aviez raison, dit-il, debout, l'air plutôt désemparé, au milieu de son salon, à propos du désordre. » Mademoiselle Marple sourit. « L'ordre peut être très trompeur. » Melchett passa une main dans ses cheveux. « Slack commence à le sentir aussi. Nous avons revérifié le timing. Les cendres de cigarettes ne pouvaient pas provenir de la veille au soir. Madame Wills nettoyait le bureau tous les soirs. Et le revolver. Il n'y a aucune empreinte de monsieur. Grafton sur le canon. »« Bien sûr que non, dit mademoiselle Marple. Melchett la fixa du regard. « On dirait que vous vous y attendiez. »« En effet, répondit-elle doucement. Les gens qui mettent fin à leur jour se soucient rarement de la position dans laquelle ils se trouvent. » Le colonel expira lentement. « Il y a autre chose. L'expert en écriture admet à contre-cœur que la note a pu être écrite dans des conditions inhabituelles. Pas dans la détresse, dans le contrôle. » Mademoiselle Marple acquiesça. « L'imitation nécessite du contrôle. » Melchett se pencha en avant. « Jane, qui se donnerait tant de mal ?» Mademoiselle Marple ne répondit pas tout de suite. Elle demanda plutôt « Lionel Pritchard a-t-il été interrogé à nouveau ?»« Oui, répondit Melchett. Il reste parfaitement coopératif. »
Bien sûr, dit mademoiselle Marple. La coopération est la posture la plus sûre. Plus tard dans la journée, elle se rendit au presbytère, sachant qu'elle y trouverait madame Archer. Madame Archer était toujours attirée par les endroits où l'on pouvait exprimer ouvertement ses inquiétudes. « J'espère vraiment que Clara ira bien, dit immédiatement madame Archer. C'est une telle épreuve pour une jeune femme. »« Oui, acquiesça mademoiselle Marple, mais elle a été épargnée d'une chose. » Madame Archer se pencha en avant avec impatience. « Vraiment ? Elle n'est plus obligée de se comporter comme si elle en était la cause, » dit doucement mademoiselle Marple. Madame Archer fronça les sourcils. « Je ne comprends pas très bien. » Mademoiselle Marple sourit. « Ce n'est pas grave, ma chère. » Clara vint elle-même voir mademoiselle Marple ce soir-là, pâle mais résolue. « Il me pose à nouveau des questions, » dit-elle. « À propos de Lionel, à propos de la nuit précédente. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « C'était inévitable. » Clara s'assit lourdement. « Je n'arrête pas de me demander si j'avais dit quelque chose plus tôt. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Vous avez dit ce que vous pouviez, quand vous le pouviez. C'est tout ce que l'on peut demander. » Clara la regarda. « Vous savez, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple soutint son regard. « Je sais comment votre oncle est mort, dit-elle, et je sais pourquoi on vous a fait croire qu'il avait choisi cette fin. » Clara retint son souffle. « Lionel. » « Oui. » Clara ferma les yeux. « Il finissait toujours les choses pour nous, les décisions, les conversations, les comptes. Je pensais que c'était par gentillesse. » « Lui aussi, dit mademoiselle Marple. C'était là le danger. Les dernières contradictions se résolurent cette nuit-là à The Dower House. L'inspecteur Slack, qui n'était plus irrité mais sombre, confronta Lionel au poids cumulé de petites vérités. Le bureau nettoyé, les cendres fraîches, la tasse mise en scène, l'absence d'empreinte digitale, le codicille rédigé de manière à paraître généreux plutôt que cupide. « Vous avez tout planifié, dit Slack. Pas comme un meurtre, mais comme un soulagement. » Lionel écouta en silence. Finalement, il sourit, non pas poliment cette fois, mais avec regret. « Il n'aurait jamais supporté le déshonneur, dit Lionel. Je lui ai épargné cela. »« Vous avez décidé cela pour lui, répondit Slack. Lionel perdit finalement son sang-froid. Quelqu'un devait en finir. Il n'en était pas capable. Miss Marple n'était pas présente lors de cette confession, mais elle en entendit parler plus tard et acquiesça sans surprise. Une fois rassemblée, la vérité s'était exprimée d'elle-même. Lionel Pritchard avait arrangé la fin qu'Alfred Grafton aurait choisie, parce qu'il avait lui-même besoin de cette fin. Le contrôle était sa passion, l'ordre était sa foi. La bague sur la lettre était sa signature. Cette nuit-là, Sainte-Mary Mead dormit mal. L'équilibre du village était ébranlé, non pas parce qu'un meurtrier avait été trouvé, mais parce qu'une histoire réconfortante avait été supprimée. Le lendemain matin, mademoiselle Marple était assise dans son fauteuil habituel, les mains posées sur son tricot, bien qu'elle n'ait encore fait aucun point. Le malaise de la nuit persistait à Sainte-Mary Mead comme une brume qui refusait de se dissiper d'un seul coup. La vérité, avait-elle souvent observé, arrivait rarement de manière spectaculaire. Elle s'infiltrait. Le Honel Melchett arriva peu après 10 heures. Il ne retira pas son chapeau. « Tout s'aligne maintenant, dit-il doucement. Chaque petit détail. »« Oui, répondit mademoiselle Marple. Les petits détails sont très sociables. Ils aiment être en accord les uns avec les autres une fois qu'ils ont été correctement présentés. » Melchett s'assit lourdement. « Slack semble stupide. »« Il ne devrait pas, dit doucement mademoiselle Marple. Il a fait exactement ce que l'histoire l'invitait à faire. » Melchett la regarda. « Vous voulez dire l'histoire de Lionel ?»« Oui, dit-elle, mais aussi celle du village. » Elle se leva et se dirigea vers la table d'appoint, où elle versa le thé. En rapportant les tasses, elle s'arrêta délibérément, posant l'une d'elles sans soucoupe. Un cercle se forma, obéissant et pâle. « Vous voyez, dit-elle, comme si elle poursuivait une pensée antérieure. Lionel Pritchard n'a pas inventé le suicide. Il l'a perfectionné. » Melchett regarda l'anneau s'assombrir légèrement. Il comprenait ce que les gens attendaient. Il comprenait à quoi ressemblait la fin, corrigea mademoiselle Marple, et il comprenait Alfred Grafton. Elle l'expliqua alors, non pas comme une accusation, mais comme un récit, à la manière dont on pourrait décrire un motif de broderie. Alfred Grafton était fier, certes. Il était anxieux sur le plan financier, certes. Mais par-dessus tout, il craignait de perdre son autorité. Il dépendait de Lionel non seulement pour son efficacité, mais aussi pour son réconfort. Lionel avait appris ses rythmes, ses préférences, ses expressions. Il avait appris comment Alfred souhaitait qu'on se souvienne de lui. Et lorsque les pertes se sont accumulées, dit mademoiselle Marple,
Lionel a vu le désordre approcher, le désordre public. Il ne pouvait le supporter. Melchett fronça les sourcils. Alors il a décidé de lui épargner cela, dit mademoiselle Marple. C'est ainsi que Lionel l'aurait formulé. Il a choisi la fin qu'Alfred aurait approuvée. Calme, digne, explicative. Et ce faisant, il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Le temps, dit lentement Melchett. Le choix, répondit mademoiselle Marple. Une fois rassemblées, les contradictions étaient d'un calme impitoyable. La cendre de cigarette était fraîche, suggérant une nervosité qu'Alfred n'avait jamais eue sous cette forme. Le revolver avait été placé là, et non saisi. La note avait été écrite avec sang-froid, puis domestiquée avec le son d'une tasse, une touche intime destinée à rassurer celui qui la trouverait, qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence, mais d'une routine. « Les gens font confiance à la routine, dit mademoiselle Marple. Elle leur dit qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Et le codicile, dit Melchett. Une générosité calculée. Oui, dit-elle. Il est arrivé assez tard pour paraître innocent, assez tôt pour être utile. Il a détourné les soupçons sans jamais les attirer complètement. Melchett expira. Et Clara ? Elle était censée douter d'elle-même, dit mademoiselle Marple. C'était essentiel. Si le cœur le plus proche accepte l'histoire, les autres suivront. On frappa à la porte. Clara Grafton se tenait dehors, le visage pâle mais composé d'une nouvelle manière, ni tendu, ni sur la défensive. « Ils m'ont tout raconté, dit-elle. Mademoiselle Marple lui prit la main et la fit entrer. « Ce n'est pas seulement qu'il l'ait tué, dit Clara, c'est qu'il a décidé qui mon oncle avait le droit d'être à la fin. »« Oui, dit doucement mademoiselle Marple, c'est le vol le plus profond qui soit. » Clara déglutit. Il a dit qu'il l'avait fait par loyauté. Les yeux de mademoiselle Marple étaient bienveillants, mais très clairs. La loyauté qui ne demande pas la permission n'est qu'une autre forme de possession. Plus tard, à la tombée de la nuit, Lionel Pritchard était assis seul dans la salle d'interrogatoire, sa précision initiale s'étant dissoute en quelque chose qui ressemblait à de la perplexité. « Je lui ai donné sa dignité, répéta-t-il, comme si le fait de le répéter pouvait lui redonner son sens. L'inspecteur Slack ne dit rien. Mademoiselle Marple n'était pas là, mais elle lui aurait peut-être dit, si on le lui avait demandé, que la dignité choisie pour un autre n'est que rarement de la dignité. Cette nuit-là, St. Mary Mead commença, très discrètement, à réviser son souvenir d'Alfred Grafton. L'homme devint moins ordonné, moins déterminé, plus humain, plus inachevé. Et cela, pensa mademoiselle Marple, était une justice rare et subtile. La réunion eut lieu, comme toujours, dans la bibliothèque de The Dower House. Il n'y avait rien de théâtral dans tout cela. Personne n'avait été convoqué de manière dramatique. On avait simplement demandé aux gens, poliment, de venir. Le colonel Melchett se tenait près de la cheminée. L'inspecteur Slack occupait une chaise qui ne faisait face à personne en particulier. Madame Bantry flottait dans l'air avec un air de triomphe contenu qu'elle s'efforçait de réprimer. Clara Grafton était assise près de la fenêtre, les mains jointes, le visage concentré. Mademoiselle Marple fut la dernière à entrer. Elle s'arrêta juste derrière la porte, comme si elle hésitait à perturber la tension silencieuse qui régnait déjà. Puis elle se dirigea vers la petite table près du mur et posa sa main dessus, légèrement, comme pour se ancrer dans l'ordinaire. « J'espère, dit-elle, que je ne dérange personne. »« Non, non, répondit rapidement le colonel Melchett. Nous vous attendions. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « C'est très gentil. » Elle regarda autour d'elle, non pas d'abord les visages, mais les objets, le fauteuil, le bureau, l'endroit où se trouvait autrefois le cendrier. Ce n'est qu'alors qu'elle leva les yeux. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, dit-elle doucement. Tout est assez simple maintenant. » L'inspecteur Slack se tortilla sur sa chaise. « Simple n'était pas un mot qu'il croyait volontiers dans la bouche de mademoiselle Marple. Vous voyez, poursuivit-elle, nous avons considéré cela comme une affaire de mort. Mais au fond, c'est une affaire de faim. » Elle se tourna, légèrement afin que sa voix porte de manière égale vers tous. Alfred Grafton était un homme qui craignait le désordre, pas la pauvreté, qui peut être endurée en privé, mais l'exposition. Il faisait confiance à quelqu'un pour empêcher cela. Son regard se posa, sans dramatisme, sur Lionel Pritchard. « Monsieur Pritchard, dit-elle gentiment, vous compreniez cette peur mieux que quiconque. » Lionel resta immobile. « Vous organisiez ses journées, poursuivit mademoiselle Marple. Vous filtriez sa correspondance, vous anticipiez ses besoins. Avec le temps, vous avez commencé à anticiper ses conclusions. » Madame Bantry inspira brusquement.
Lorsque les pertes financières sont devenues inévitables, dit mademoiselle Marple, vous avez décidé de la fin pour lui. Vous n'avez pas agi sous le coup de la colère. C'est ce qui a rendu cela possible. Elle décrivit alors la scène, calmement, inexorablement. La fin de soirée dans la bibliothèque. Alfred Grafton déjà fatigué, déjà anxieux. Lionel présent, rassurant, guidant, le verre rempli. Le revolver présenté non pas comme une menace, mais comme une fatalité. La résistance d'Alfred minimale, non pas parce qu'il souhaitait mourir, mais parce qu'il faisait confiance à l'homme à ses côtés. Et après, dit mademoiselle Marple, vous avez mis en scène le crime. La note, écrite sans hâte, utilisant des phrases qu'Alfred affectionnait. La tasse placée délibérément pour laisser une trace domestique. La cendre de cigarette ajoutée plus tard pour suggérer une agitation qui excuserait l'acte. Vous avez créé un suicide qui satisferait, dit-elle doucement. La voix de Lionel, lorsqu'elle se fit entendre, était basse. Je lui ai épargné l'humiliation. Mademoiselle Marple le regarda avec une tristesse sincère. Vous vous êtes épargné l'incertitude. Le silence envahit la pièce. Et le codicille demanda l'inspecteur Slack, bien qu'il connût déjà la réponse. Une précaution, répondit mademoiselle Marple. Cela permettait à M. Pritchard d'apparaître comme récompensé plutôt que désespéré. Cela compliquait suffisamment l'histoire pour la protéger. Clara se leva brusquement. « Vous ne lui avez jamais demandé, dit-elle à Lionel. Vous ne lui avez jamais demandé ce qu'il voulait. » Lionel finit par perdre son sang-froid. « Il m'aurait remercié, dit-il d'une voix rauque. Mademoiselle Marple secoua la tête. « Non, il aurait protesté, il aurait tergiversé, il aurait été inachevé. » Ce mot, inachevé, pesait lourdement. Le colonel Melchett s'éclaircit la gorge. « Monsieur Pritchard, j'ai bien peur que... » Lionel leva la main. « Je comprends. » Il regarda alors mademoiselle Marple, la regarda vraiment. « Vous l'avez vu, dit-il. Depuis le début. » Elle sourit faiblement. « J'en ai vu les contours. »« Et la bague » demanda-t-il amèrement. « Oui, dit-elle. C'était la gentillesse que vous avez ajoutée, et la cruauté. » Personne ne parla tandis que Lionel était emmené. La pièce semblait transformée, vidée non pas de ses occupants, mais de toute certitude. Mademoiselle Marple ramassa ses gants. « Je pense, dit-elle doucement, que c'est tout. » Le village reprit presque aussitôt ses activités. C'était la partie que mademoiselle Marple trouvait toujours la plus instructive. En quelques jours, St. Mary Mead avait assimilé la vérité, ajusté ses expressions et modifié son ton, subtilement, poliment, sans jamais vraiment admettre qu'il avait eu tort. Le boucher ne parlait plus des nerfs d'Alfred Grafton, mais de sa triste dépendance. La postière secouait la tête devant l'intelligence de Lionel Pritchard, une qualité désormais lointainement condamnable. Les gens n'aimaient pas s'attarder sur le fait qu'ils avaient été si disposés à croire en une fin commode. Une fois perturbé, l'équilibre était remarquablement impatient de revenir. Mademoiselle Marple observait la scène depuis sa fenêtre, son tricot reposant inutilisé sur ses genoux. La ruelle serpentait comme elle l'avait toujours fait. Des enfants passaient à vélo. Le panier de Madame Harper se balançait rythmiquement à ses côtés. Rien ne laissait transparaître la vérité qui venait de se produire. Et pourtant, quelque chose avait changé. Clara Grafton vint la voir 3 jours plus tard, juste avant midi. Elle semblait plus âgée, pensa mademoiselle Marple, non pas usée, mais nouvellement définie, comme si elle était entrée dans un contour plus clair d'elle-même. « Je voulais vous remercier, » dit Clara, une fois assise. « Non seulement pour ce que vous avez fait, mais aussi pour ce que vous n'avez pas fait. » Mademoiselle Marple sourit. « Je ne suis pas sûre d'avoir fait grand-chose. »« Vous ne les avez pas laissés le transformer en histoire, » dit Clara. « Pas entièrement. » Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. « Les histoires peuvent être très injustes envers les vivants. » Clara baissa les yeux vers ses mains. « Je n'arrête pas de penser à la note. À quel point elle a failli être acceptée pour toujours. »« Oui, » dit mademoiselle Marple doucement. « C'est ce qui a failli se produire. » Clara hésita. « Pensez-vous que mon oncle savait ? » À la fin, mademoiselle Marple réfléchit attentivement. « Je pense qu'il savait qu'il était guidé, dit-elle enfin. Et je pense qu'il a confondu cette guidance avec une certitude. » Clara acquiesça, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle avait déjà ressenti. « Je quitte St. Mary Mead, dit-elle. Je ne fuis pas, je continue simplement. »« C'est parfois le choix le plus courageux, » répondit mademoiselle Marple. Elles se séparèrent, sans sentimentalisme. Clara ne se retourna pas. Plus tard dans l'après-midi, le colonel Melchett appela une nouvelle fois. Cette fois-ci, il ne resta que quelques minutes. « Tout est réglé, dit-il.
Pritchard a fait une déclaration complète. Il soutient, très calmement, qu'il a agi par loyauté. « Oui, dit Mademoiselle Marple, c'est tout à fait lui. » Melchett s'attarda. « Jane, comment avez-vous su ?»« Pas les détails, la vérité. » Mademoiselle Marple plia son tricot. « Parce qu'il a trop bien fini les choses, dit-elle. Les gens qui aiment quelqu'un laissent rarement des fins aussi nettes. Ils laissent des questions en suspens. » Melchett acquiesça lentement. « Nous voulions tous que ce soit simple. »« Oui, dit Mademoiselle Marple, c'est pourquoi c'était dangereux. » Quand il fut parti, la lumière de l'après-midi changea, réchauffant la pièce. Mademoiselle Marple se servit une tasse de thé et s'assit à la petite table près de la fenêtre. Cette fois, elle posa la tasse directement sur la soucoupe. Elle regarda la vapeur s'élever puis disparaître. L'anneau sur la lettre avait été la touche finale de Lionel Pritchard, son assurance que rien ne restait inachevé. Mais la vie, réfléchit Mademoiselle Marple, n'approuvait pas une telle certitude. Elle résistait à l'achèvement. Elle laissait des bords effilochés, des conversations non résolues, des choix non faits. Ce n'était pas un défaut, c'était de la miséricorde. Dehors, le village continuait à vivre, poli, calme, doucement indifférent. Le danger était passé. Le poids moral s'était installé, invisible mais présent, comme une ombre que l'on ne remarque qu'à certaines heures de la journée. Mademoiselle Marple but une gorgée de thé. Certaines fins, elle le savait, étaient choisies. D'autres étaient imposées. Et la différence entre les deux, silencieuse, invisible, dévastatrice, était une forme qu'elle ne cesserait jamais d'étudier.